Allô, allô? On va parler de liberté. C'est certainement une période pendant laquelle, en la période de confinement, on est particulièrement soucieux pour sa liberté. Qu'est-ce qui va se passer après la pandémie? Alors, le mot liberté, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a tellement de choses qu'on peut dire de la liberté, surtout que c'est un mot qui est polysémique. On le retrouve beaucoup dans la vie courante, mais on le retrouve aussi beaucoup en philosophie et il importe de comprendre toujours ce qu'il signifie précisément dans chaque courant de pensée, voire même pour chaque philosophe. Alors, sans prétendre épuiser tous les sens qu'on peut donner à ce mot-là, et encore moins toutes les subtilités que chaque définition peut impliquer, je vais ici distinguer deux sens importants dans la tradition philosophique occidentale depuis le siècle des Lumières. D'une part, il y a la liberté naturelle, qu'on peut aussi appeler libre arbitre. D'autre part, il y a la liberté politique, et celle-ci ne doit pas être confondue avec le libre arbitre. Et notez d'emblée que c'est possible d'être pour la liberté politique sans admettre l'existence du libre arbitre. Alors, le libre arbitre doit être compris comme une faculté de l'être humain, comme par exemple la sensibilité ou encore le langage. La liberté politique, elle, est un droit. Alors, il faut bien comprendre que le libre arbitre, à supposer qu'il existe, n'est pas un droit, pas plus que la sensibilité ou la capacité d'utiliser un langage. Ce ne sont pas des droits, ce sont des facultés, des caractéristiques qui font partie de la nature humaine. Alors, je vais maintenant développer un petit peu sur la liberté naturelle, ou le libre arbitre, si vous préférez. C'est une notion qu'on retrouve chez plusieurs philosophes. Par exemple, on va retrouver ça chez Jean-Jacques Rousseau, ou encore Immanuel Kant. Immanuel Kant, je ne sais pas pourquoi je le prononce à l'espagnol, puisque c'est un Allemand. Donc, Kant, le père de l'éthique déontologique, va admettre, donc, va insister sur l'existence d'une liberté naturelle. La liberté naturelle se comprend par opposition au déterminisme. Alors, qu'est-ce que c'est le déterminisme? L'être humain est le résultat de deux déterminismes. Si on veut simplifier, on va établir ça comme ça. Il y a d'un côté le déterminisme biologique et il y a aussi le déterminisme socio-historique. Pour le formuler autrement, d'une part, on est déterminé par la nature, notamment chacun est déterminé par son programme génétique. Et d'autre part, on est déterminé par son environnement, notamment social. Donc, la façon dont on est élevé, la culture dans laquelle on vit, l'environnement, surtout social, mais pas exclusivement. Pardon. Donc, la notion de déterminisme socio-historique, ceux qui ont des bases en sociologie, vous concevez, j'imagine que ça rejoint beaucoup la notion de socialisation qu'on retrouve en sociologie. Alors, les philosophes qui posent l'existence du libre arbitre ou encore de la liberté naturelle considèrent qu'à partir de ces deux déterminismes, l'être humain est capable
capable de faire des choix. Donc, la liberté, bien entendu, c'est l'émancipation. Ici, on doit la comprendre comme la faculté de s'émanciper du déterminisme, que ce soit celui de la nature ou celui de la culture. Rousseau insistait sur la liberté comme faculté naturelle qui caractérise l'humain dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel il cherche à établir quelle est la nature humaine quand elle n'a pas été corrompue par la société. Kant concevait la liberté sensiblement de la même manière que Rousseau, et il la considérait à la fois comme la base du sens moral et comme le critère de la dignité. C'est parce que l'humain est capable de s'affranchir de la nature, de ce que lui dictent ses désirs sensibles, qu'il est capable de suivre des règles morales, des règles qu'il conçoit de façon rationnelle. Et c'est aussi parce que l'humain est libre qu'on lui doit le respect. Luc Ferry, qui est un philosophe contemporain héritier de Kant, pose lui aussi l'hypothèse de la liberté naturelle et tout comme Kant, il en fait le critère de la dignité humaine. Bref, la liberté naturelle, aussi appelée libre arbitre, est une faculté qui doit être comprise par opposition au déterminisme. Dans une perspective kantienne, en disant que les animaux, contrairement aux humains, ne sont pas libres, on ne veut pas dire que les animaux n'ont pas droit à la liberté. On veut dire qu'ils n'ont pas cette faculté de s'émanciper de leur nature. Ils sont entièrement soumis à leurs instincts et à leur sensibilité. Je compare à nouveau avec le langage. Il ne s'agit pas de dire que les animaux autres que l'humain n'ont pas le droit de parler. Ils ne le peuvent pas. Ce n'est pas dans leur nature. Alors c'est la même chose pour ceux qui affirment l'existence du libre arbitre chez l'humain. Ce n'est pas qu'ils refusent le libre arbitre aux animaux. Ils ne l'ont pas. C'est un état de choses, c'est descriptif. Et pour finir, à supposer que le libre arbitre existe, on ne pourrait pas l'enlever à quelqu'un. La liberté politique, ça s'enlève. Mais le libre arbitre, encore une fois, à supposer que ça existe, ça ne s'enlève pas. Même quelqu'un enfermé dans une cellule aurait encore sa faculté du libre arbitre. Alors, il est temps de développer sur l'autre type de liberté dont je parle ici, la liberté politique. Elle se comprend par opposition à la contrainte. John Stuart Mill, qui est un philosophe utilitariste et un des pères du libéralisme, définit la liberté comme ceci dans son essai de la liberté. C'est la nature et les limites du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l'individu. La liberté politique se décline en plusieurs libertés particulières. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de mouvement, etc., etc. Bien entendu, ce que je viens de donner, c'est une définition très sommaire de la liberté politique et on pourrait en discuter très longuement. Surtout que la liberté politique, ce n'est pas une chose qui suffit de déclarer. Une liberté politique réelle que les gens peuvent vraiment exercer, ça demande d'instaurer des conditions qui la rendent possible. Et il s'agit de déterminer quelles sont ces conditions et comment les établir et les maintenir. Il faut ajouter que la liberté politique, c'est une valeur fondamentale dans notre culture,
mais ce n'est pas la seule. Aussi, les discussions sur les conditions qu'on doit établir socialement deviennent d'autant plus complexes qu'il faut établir l'équilibre entre la liberté et la sécurité, par exemple, entre la liberté individuelle et le bien commun. Et vous pouvez penser à d'autres valeurs qui peuvent entrer en conflit avec la liberté et à ce moment-là, il faut trouver un équilibre. Donc, je reprends. La liberté naturelle est une faculté qu'on appelle aussi libre arbitre et elle se comprend par opposition au déterminisme. La liberté politique est un droit et elle se comprend par opposition à la contrainte. J'en viens à la question de savoir s'il y a un lien entre les deux. Comme je l'ai souligné d'emblée, c'est possible d'être pour la liberté politique sans admettre l'existence du libre arbitre. Cependant, certains philosophes considèrent le libre arbitre comme le fondement de la liberté politique. Selon la conception de Rousseau, ou encore selon une position d'inspiration kantienne, l'État et la société doivent reconnaître la liberté de l'individu pour la raison que chacun est doué de liberté naturelle. L'État est conçu comme devant respecter la nature humaine et ça implique de reconnaître la liberté. On ne doit pas contraindre un être qui est libre par nature. Mais il existe au moins une autre conception du fondement de la liberté politique. John Stuart Mill, qui est un des philosophes principaux de la théorie du libéralisme politique, il nie l'existence du libre arbitre dans son essai de la liberté. Il spécifie que par liberté, il parle plutôt de la liberté politique, des limites, des contraintes que la société peut imposer aux individus. Alors, si le libre arbitre n'existe pas, quel est le fondement de la liberté politique selon John Stuart Mill? Eh bien, comme on peut s'y attendre de la part d'un philosophe utilitariste et du coup conséquentialiste, Mill considère que la liberté doit être reconnue et respectée parce qu'elle est une condition du bonheur. On retrouve la même idée chez le philosophe contemporain Sam Harris, un philosophe conséquentialiste, qui a écrit un essai pour montrer l'inexistence du libre arbitre, qui nie aussi le libre arbitre dans son livre The Moral Landscape, dans lequel il développe sur sa conception de l'éthique. Dans les deux livres, il prend la peine de spécifier que l'inexistence du libre arbitre ne remet aucunement en question l'importance des droits et libertés. La liberté politique a de l'importance parce qu'elle est une condition nécessaire au bien-être. Je reviens encore une fois sur les points principaux. La liberté naturelle est en opposition avec le déterminisme. La liberté politique est en opposition avec la contrainte. Certains considèrent que la liberté repose sur la liberté politique repose sur la liberté naturelle. D'autres nient l'existence de la liberté naturelle, mais sont favorables à la liberté politique parce qu'elle est une condition nécessaire au bonheur. Donc, ce sont deux fondements différents qu'on peut donner à la liberté politique. Maintenant, je vous laisse le loisir de réfléchir aux implications qu'elle peut avoir.